Oui, je vous salue aujourd'hui dans cette nouvelle salle, parce que d'habitude on est dans la petite salle. Je vois qu'il y a des personnes que j'ai jamais encore vues, je crois, aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se réunit pour une conférence de Monsieur Claude Cholet, qui est directeur de l'Observatoire du journalisme à Paris, et qui va vous en parler en détail de cet observatoire et de ses objectifs. Euh, Comme d'habitude, c'est le Cercle du Bon Sens qui vous accueille ici, qui le fait en partenariat avec l'Institut franco-russe de Donetsk. On va donner la parole à Monsieur Claude Cholet. Je vous en prie. C'est maintenant? Bon. Bonsoir à tous. Merci à Anna de son invitation. En plus, ça me donne une occasion de venir en Alsace, une région magnifique et que j'aime beaucoup. Maintenant, d'où je parle? Alors, je parle depuis l'Observatoire du journalisme, que vous pouvez voir sur www.ojim.fr. www.ojim.fr. C'est donc un site internet qui existe maintenant depuis 2012. Alors, ça s'appelait auparavant l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique. Et on a changé de nom l'année dernière pour devenir l'Observatoire du journalisme, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, l'Observatoire du journalisme, ça sert à quoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Ma réponse, c'est que l'Observatoire du journalisme, c'est une boîte à outils. Alors, dans une boîte à outils, il y a des marteaux, il y a des tournevis, des clés anglaises. Je ne sais pas si le terme clé russe existe, enfin donc des outils. Et donc, vous allez trouver sur ce site, gratuit qui plus est, donc formidable, hein, bonne nouvelle, des outils. Quels vont être ces différents outils? Tout d'abord, ce sont des portraits de journalistes. Donc, on a fait 200 portraits de journalistes, qui sont des portraits tous sourcés, référencés, précis. On a eu 2 menaces de procès qui n'ont jamais donné suite parce qu'il n'y avait pas lieu. Et il y a des infographies sur les groupes de presse, qui sont toutes construites de la même manière, qui possède, qui dirige, qui écrit. Alors, quand je dis 200 portraits de journalistes, on ne va pas faire les 37 000 cartes de presse qui existent en France, ça va être évident. Peut-être qu'on en fera 250 ou 300, mais on n'ira pas plus loin. Bon, d'autant que ce sont des portraits qui doivent être réactualisés constamment, puisque bon, il y a des journalistes qui meurent, ça peut arriver, et puis il y a des journalistes aussi qui changent de médias, ou qui peuvent éventuellement changer de position. Alors tout ça pourquoi faire? Tout ça pour être informé sur ce qu'il faut informer. Et le dicton ou la baseline ou le mot d'ordre de l'Observatoire du journalisme, c'est « Soyez informés sur ce qui vous informe ». Des portraits, des infographies, des brèves, des dossiers. Tout à l'heure, je parlais à monsieur qui connaît le Kosovo et qui connaît la Serbie. Nous avons publié récemment un dossier très important sur le général Petraeus, ancien directeur de la CIA, ancien numéro 2 des bombardements sur la Serbie en 1999-2000, numéro 1 des opérations en Irak. Alors vous allez me dire, mais pourquoi parler du général Petraeus vis-à-vis des médias? Il ne s'intéresse pas aux médias. Eh bien si, car le général Petraeus, via le fonds d'investissement KKR, qui est un des plus gros fonds d'investissement américains, est en train de racheter une grosse moitié des médias dans les Balkans. Il a racheté la quasi-totalité des télévisions privées, il a racheté les fournisseurs d'accès privés, et est en train de racheter une bonne partie de la presse écrite. Bon, c'est une très grosse enquête qui fait 60 000 signes, qu'on a coupé en 4 morceaux, parce que bon, lire 60 000 signes à la suite sur Internet, c'est un peu long. Et bon, c'est quand même intéressant de savoir pourquoi un ancien directeur de la CIA, pourquoi celui qui a bombardé la Serbie, maintenant est en train d'acheter les médias. Bon, vraisemblablement, il ne fait pas ça pour gagner de l'argent.
n'avons pas pu avoir accès aux résultats financiers de cette opération, mais on estime que le fonds KKR a sans doute mis 1 milliard de dollars sur la table en 6 ans, en 5 ou 6 ans, parce que c'est une opération qui dure maintenant depuis le 2011-2012. Bon, ça m'étonnerait quand même qu'ils aient gagné 1 milliard de dollars. Et je pense que KKR ne gaspille pas son argent. Je pense qu'ils font ça aussi tout simplement pour avoir de l'influence. Alors, est-ce que les médias ont de l'influence? Bon, bah, la réponse est oui. Que nous le voulions ou non, que vous soyez prémunis ou non, que vous soyez en garde ou non, vous subissez, je subis l'influence des messages, des médias. Le même message qui est répété le matin à la radio que vous écoutez, que ce soit une radio périphérique ou une radio d'État. Le même message qui est ensuite répété dans le journal que vous lisez, que ce soit les dernières nouvelles d'Alsace ici, du groupe EBRA, ou que ce soit Le Monde à Paris ou Le Figaro à Paris, les deux n'ayant pas d'ailleurs forcément des lignes si opposées que cela. Que en plus vous voyez la même chose, vous entendez la même chose aux informations de 20h, que ce soit sur BFM, sur TF1 ou sur Antenne 2 ou sur FR3, qu'on vous répète encore la même chose quand vous lisez l'Express ou Le Point ou le Nouvel Observateur, que vous le vouliez ou non, vous êtes au moins partiellement influencé. Et l'objectif de l'OGIM, bon, c'est de vous donner des armes, incomplètes très certainement, mais des outils qui vont vous permettre de mieux décrypter la presse et peut-être de vous faire votre propre opinion. Alors maintenant, je vais tout de suite tordre le cou à un canard. Ça va faire de la peine à certaines personnes. L'objectivité n'existe pas. Parce que j'entends des gens qui me disent « Ah, mais les journalistes ne sont pas objectifs ». Bien sûr que non, ils ne sont pas objectifs. Moi non plus, je ne suis pas objectif. Nous sommes tous des subjectivités. Un journaliste, il a sa culture, il a son histoire, il a sa formation, il a ses opinions. Et on ne peut pas l'empêcher. Et ses intérêts aussi. Et ses intérêts aussi, ça j'y viendrai un peu plus tard. Des intérêts qui peuvent être d'ailleurs différents. Ce n'est pas forcément des intérêts vils et financiers, ça peut l'être. Mais il peut y avoir aussi des intérêts idéologiques ou des influences idéologiques. Alors, pourquoi l'objectivité, ça n'existe pas? Parce que l'information, c'est une matière première transformée. C'est un fait brut, mais à partir du moment où c'est une information qui vous a été communiquée par un médian, c'est-à-dire à un moment donné par un journaliste qui reçoit cette information et qui la met en scène. Et on ne peut pas lui reprocher cette mise en scène, hein, c'est son métier. Son métier, c'est de sélectionner des informations, de les donner sous un angle attrayant pour le public, et c'est quand même la moindre des choses, de leur donner un angle, et ensuite que cette information vous soit transmise. Je vais prendre un exemple tout simple. Hein. Admettons que là, dans 5 minutes, il y a un incendie, et qu'au cours de cet incendie, il y a 3 blessés. Il faut dire, j'étais sur place. Si j'étais sur place, je pense que je connais parfaitement ce qui s'est passé. Je pense que ce n'est pas vrai. Dans l'affolement général, vous allez retenir certains aspects et pas d'autres. Maintenant, cette information, comment elle peut être traitée? Est-ce que c'est un incendie accidentel ou un incendie criminel? Parce que, je ne sais pas, quelqu'un en veut au cercle du bon sens. L'angle va être un peu différent. Si demain les DNA titrent incendie accidentel, bon, bah, c'est un fait divers. Si on dit, je ne sais pas moi, Anna Jishkina, victime d'un incendie volontaire dans un excellent café-restaurant de Strasbourg, ce n'est pas la même information. Et est-ce que vous-même, vous pouvez savoir, en étant sur place, est-ce que c'est un incendie volontaire ou est-ce que c'est un incendie d'origine criminelle? Vraisemblablement, vous ne le saurez pas. Donc, le travail du journaliste, c'est de partir d'un fait brut et de le transformer. Et on ne peut pas lui reprocher. C'est son métier de faire cette transformation. Après, il y a la question de l'honnêteté. Alors ça, c'est une toute autre histoire. C'est une toute autre histoire. L'honnêteté, c'est non pas de se démunir entièrement de sa subjectivité, parce que ça, ce n'est pas possible.
ce n'est pas possible, moi-même je ne peux pas le faire, c'est de prendre la bonne distance par rapport à un fait brut et de transformer le moins possible ce fait brut. En tout cas, de ne pas essayer, je dirais, de pécher par excès de transformation de ce fait brut. Maintenant, il y a des tas de manières de mentir. Hein. La première manière de mentir, et la plus simple, c'est... moi, je me rappelle ça, je me rappelle quand j'étais chez les frères, quand j'avais 10 ans ou 11 ans, c'était le premier péché, c'est le péché par omission. Ça, c'est très difficile. C'est de dire qu'une partie de la vérité. Voilà, on dit quelque chose, mais on ne dit pas tout. Ou éventuellement, on ne dit rien du tout si un fait vous déplaît. Maintenant, le péché, c'est soit on ne parle pas de quelque chose, soit on le minimise, soit au contraire, on le surexpose. On en fait une affaire d'État. Alors je prends deux exemples, un qui est un peu plus ancien, un autre qui est un petit peu plus récent. Le plus ancien, je crois que ça date de 2015, c'est l'affaire Aylan. Aylan, c'est ce petit garçon syrien qui, hélas, il va avoir peut-être 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, et qu'on a retrouvé mort sur une plage de Turquie, et non pas sur une plage de Syrie, et qui a fait, je dirais, la première page de pratiquement, de tous les journaux européens. Bon, c'est sûrement, hein, c'est regrettable, c'est tragique, on ne peut que plaindre sa famille. Mais cette photo était une mise en scène, vraiment une mise en scène pure et simple, qui a été prise sur une plage de Turquie, avec des pêcheurs turcs qui étaient à côté, où on a enlevé les pêcheurs, parce que sinon, c'était pas dramatique. S'il y avait des gens qui pêchaient, c'est que c'est pas si grave que ça. Et ce mort regrettable ne représente qu'un mort parmi, hélas, des milliers ou des dizaines de milliers en Syrie. Et on n'a pas dit que ses parents, qui étaient là, qui étaient depuis 2 ans en Turquie, c'est pas des gens qui venaient de quitter la Syrie 15 jours avant, avaient quitté la Syrie et qu'ils espéraient aller au Canada parce que le père de famille pensait qu'il aurait de meilleurs soins médicaux au Canada. Et il y a eu toute une construction qui a été faite autour de ce malheureux petit garçon qui a été présenté comme une victime de la barbarie des Syriens et de ceux qui soutenaient donc implicitement ou explicitement, suivant les cas, des autorités russes. Alors maintenant, on parle des fake news. Ben tiens, par hasard, hop, je suis passé devant un kiosque l'autre jour, hop, ce matin, et ça, je crois que c'est le dernier numéro de Valeurs Actuelles sur les fake news. Bon, alors, il ne parle pas tellement de fake news dans le sens médiatique, il parle du dernier ouvrage de Boucheron, je ne vais pas retrouver, qui s'appelle Une histoire mondiale de la France, qui est une construction historique construite, bon, qui explique, je simplifie à l'extrême, qu'en gros la France n'a jamais existé et que le roman national français est une invention. Alors, les fake news, c'est pas nouveau. Hein, alors ça fait très chic, hein, fake news. C'est mieux, parce qu'avant on appelait ça des bobards. Les bobards, ça a existé de tout temps. Ça a existé au XVIIIe siècle, ça a existé au XIXe siècle, et ça existe plus particulièrement dans les périodes de tension. Rappelez-vous de la guerre de 14-18, où on expliquait aux petits Français que les Allemands allaient venir et qu'ils coupaient les mains de tous les enfants. Et je pense qu'à mon avis, il y a de fortes chances que les Allemands devaient faire la même chose du côté allemand, en expliquant que si les Français arrivaient, c'était peut-être pas les mains qu'ils allaient couper, mais les pieds. Bon, c'est un bobard pur et simple. Mais il y en a de plus récents. Le massacre de Katyn, hein, vous savez, ces milliers de Polonais qui ont été massacrés. Bah, pendant un certain temps, il était accepté que ce soit les Allemands qui ont tué les officiers polonais. Alors, il se trouve que ce n'était pas les Allemands, c'était l'armée rouge qui les a tués. Plus récemment, en 1991, c'est l'époque où l'Irak envahit le Koweït. Hein. Bon, et ensuite, ils prennent une branlée monumentale parce qu'ils ont mal calculé leur coup, les Américains, et d'autres pays réagissent. Et là, une histoire extraordinaire, avec des reportages à la télévision, où on explique
que les soldats irakiens sont en train de débrancher les couveuses dans les hôpitaux du Koweït. Débrancher les couveuses. C'est une invention pure et simple. Ça n'a jamais existé. Mais l'aspect émotionnel, et c'est ça qui était c'est l'objectif, l'aspect émotionnel était garanti. Encore plus récemment, alors je dirais, j'allais dire la fake news du siècle. Non, maintenant c'est plus la fake news du siècle. Je pense que là on va être dans la fake news du millénaire. Pour le moment. En 2018. Mais attendons, peut-être qu'on va faire mieux. Bon, c'est 2003. 2003, l'invasion de l'Irak par les autorités américaines. Pourquoi ? À cause des armes de destruction massive. Saddam Hussein est en train d'amasser des armes de destruction biologique, l'anthrax et puis des tas de saloperies, et il va mettre ça sur des fusées, et il va balancer ça sur le monde entier. Donc nous, qui représentons le beau, le vrai, le bien, et la démocratie, on ne peut pas supporter ça. Nous allons sauver le monde et nous allons envahir l'Irak, ce que nous faisons, parce que bon, le rapport de force entre les Irakiens et l'armée américaine était manifestement disproportionné. L'armée irakienne a été écrasée. Alors, il y a au minimum 100 000 morts civils entre le début des opérations et maintenant, minimum. Je pense vraisemblablement direct, les bombardements, je ne parle pas des enfants qui là sont effectivement morts de faim ou parce qu'ils n'avaient pas de médicaments. Est-ce que ces armes de destruction massive existaient ? La réponse est non. Souvenez-vous, Colin Powell qui monte à la tribune de l'ONU et qui montre une petite fiole, tiens je bois un coup de bière, admettons que c'est une petite fiole blanche, et il dit, regardez, là, c'est un flacon d'anthrax, et il montre des photos de sites irakiens en disant « Regardez, c'est là qu'ils les fabriquent ». Bon, ça peut assurer après que c'était une usine de produits pharmaceutiques. Bon, rappelez-vous, Tony Blair qui soutient les Américains en disant « Oui, seulement, ils ont tout à fait raison ». Alors, est-ce que Bush savait ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été prévenu par les CIA ou est-ce qu'il a été manipulé par les CIA ? Je suis incapable de le dire, mais ça c'est la fake news du siècle. Alors maintenant, pourquoi à partir de 2017 et 2018, encore plus 2018, mais à partir de 2017, pourquoi le terme fake news devient-il tout d'un coup à la mode ? Il est partout. Parce qu'il s'est passé à cette époque, enfin donc il n'y a pas si longtemps que ça, deux événements imprévus. En tout cas, qui n'avaient pas été prévus par les médias dominants, qu'on n'avait pas prévu non plus. Le premier, c'est le Brexit, et le deuxième, c'est l'élection de Trump. Alors j'avoue que pour le Brexit, j'avais parié un gueuleton avec un camarade. Je lui avais dit, de toute façon, le Brexit, c'est certain que non, ils vont voter Remain, ils vont rester. Bon, j'ai perdu. Pour Trump, je n'ai pas parié, mais j'étais persuadé que Clinton serait élu. C'est Trump qui est passé. Alors, donc deux événements imprévus par les médias dominants. Après tout le monde peut se tromper, mais surtout des éléments entre guillemets non souhaitables. Il aurait été souhaitable, d'après, je dirais, l'ensemble des médias, en tout cas la majorité des médias, que Clinton soit élu. Alors, rappelez-vous, quand on pose la question à un moment donné à François Hollande, qui était encore président à ce moment-là, on lui dit il va y avoir une élection aux États-Unis, et il répond finement oui, et je pense qu'une présidente sera élue. Bon, là, tout le monde sourit, bon, on comprend. Et quand on pose la question à Nicolas Sarkozy, il répond oui, Nicolas, je pense que Hillary sera élue. En gros, c'est pas prévu, ça se passe pas. C'est inquiétant. Alors pourquoi ? Maintenant, il faut trouver une raison. Si deux événements aussi importants que l'élection d'un président de la République, dont je reconnais qu'il est bizarre, mais en tout cas qui met mal à l'aise un certain nombre de gens, plus le Brexit, l'Union européenne, qui est une espèce de vache sacrée, est attaquée, comment l'expliquer ? L'explication, c'est que le peuple a été trompé. On ne leur a pas donné tous les éléments. On leur a menti. Donc, c'est des fake news. Sinon, si on leur avait donné les bons éléments
d'information, il est évident que les Anglais seraient restés dans l'Union européenne, et il est certain que Clinton, qui est une sainte, ou quasiment, ou sanctifiée, en tout cas en voie de sanctification, alors de béatification, allez, soyons modestes, la sanctification sera pour plus tard, sera élu. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Alors, si ça ne se passe pas comme ça, il faut faire quelque chose. On ne peut pas quand même laisser passer des événements aussi graves qui pourraient se répéter. Si on est un bon démocrate, si on est pour le bien et pour la concorde entre les peuples, il est de notre devoir de faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On analyse un petit peu et on s'aperçoit que les réseaux sociaux, que ce soit pour le Brexit ou que ce soit pour l'élection de Trump, ont joué un rôle extrêmement important. Et peut-être, sans doute, je dirais, ont fait basculer l'élection. Parce que le Brexit, ça s'est joué à pas grand-chose, et l'élection de Trump, ça s'est joué à pas grand-chose aussi, sur quelques États limites. Quand les réseaux sociaux sont apparus, c'est pas si longtemps que ça, hein, Google, c'est 98, 20 ans, c'est pas très vieux. Facebook, c'est encore plus récent. Instagram, Snapchat, c'est encore plus récent. Et un certain nombre d'observateurs ont estimé qu'au fond, c'était une bonne nouvelle pour la démocratie. La démocratie, je parle la vraie, c'est-à-dire le pouvoir des gens, la capacité de s'exprimer. Puisque les médias dominants, que ce soit la télévision, la radio, la presse, nécessitaient des moyens financiers extrêmement importants. Alors, lancer un quotidien, ça demande beaucoup d'argent. Lancer une radio, encore plus. Et lancer une télévision, encore beaucoup plus. Donc, les réseaux sociaux pouvaient constituer, certains ont dit devaient constituer, un contrepoids démocratique, utile, des gens, du peuple, aux médias dominants. Donc c'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle pour tout le monde. Et je dirais que moi je considérais aussi que c'était une bonne nouvelle de pouvoir s'exprimer sur Facebook, s'exprimer sur Twitter, se servir de Google comme instrument d'analyse pour donner une information un peu différente. Pas forcément antagoniste, mais en tout cas un point de vue différent et un angle différent. Alors, il semblerait quand même que ce ne soit plus tout à fait le cas maintenant. Et c'est ce que j'appelle effectivement les nouvelles censures. Et là, j'ouvre une parenthèse sur le changement d'intitulé de l'Observatoire. Quand je l'ai créé en 2012, ça s'appelait l'Observatoire des journalistes et d'information médiatique. Et on centrait notre analyse, au fond, sur les journalistes. Bon, eh bien, hélas, je dirais que les journalistes ont sans doute de moins en moins d'importance dans le système. Et qui sont eux-mêmes prisonniers, d'une certaine manière, du système. Et que, maintenant, avec la concentration des moyens, que ce soit en France, mais c'est vrai ailleurs aussi, des grands médias au sein de quelques groupes de presse. En France, c'est 8-9 groupes qui dominent 85%, je dirais, en tout cas de la presse écrite. Avec la précarisation du métier de journaliste, il y a encore 15 ans, c'est pas vieux 15 ans, un jeune journaliste qui démarrait sa carrière, bac plus 5, il démarrait en CDI, contrat à durée indéterminée, et avec un salaire convenable. Maintenant, le même bac plus 5, mettons 24-25 ans, il démarre avec un CDD de 3 mois, de 6 s'il a de la chance, et il est payé un peu plus que le SMIC. Alors, le SMIC est peut-être à 1200 € net, bon, il va peut-être toucher 1400, 1500 €. Et il sait très bien que s'il n'est pas gentil, s'il ne fait pas ce qu'il faut, il y a du monde au portillon. On peut le remplacer très facilement. Et on lui fait savoir. C'est-à-dire que s'il est Figaro, ou au Monde, ou au Nouvel Observateur, ou aux Échos, et qui ne suit pas tout à fait la ligne qu'il faut, s'il n'est pas convenable et correct, vous mettez tous les guillemets que vous voulez, où vous voulez, bon, eh bien, après tout, il y en a d'autres, et qu'on ne le retient pas.
Donc je dirais que ça encourage le premier mouvement de censure. Et la censure la plus efficace, c'est l'autocensure. La censure la plus grave, c'est pas on va vous mettre en tôle, des menaces. Non, non. La vraie, c'est l'autocensure. C'est vous faites gaffe. Pourquoi? Parce que si je fais pas gaffe, si je fais pas attention, ben, je vais peut-être perdre mon travail. Non seulement je vais perdre mon travail, mais en plus je vais être mal noté dans la profession. Non seulement je perds mon travail, mais peut-être que je ne vais pas le retrouver. Bon, ça n'encourage pas vraiment l'indépendance d'esprit et l'investigation à tout prix. Alors, maintenant, on va me dire la censure, il n'y a rien de nouveau, ça a toujours existé. Et par ailleurs, il est nécessaire qu'il y ait une forme de censure. Bon, vous ne pouvez pas appeler au meurtre de votre voisin à la radio, à la télévision ou au journal. C'est quand même normal. Bon, alors je dirais que, donc il y a toujours une forme de censure. Mais la forme de jusqu'ici, la censure, elle était appliquée dans des cas extrêmes, comme celui que je viens de souligner, et c'était plutôt une censure d'ordre public. Bon, en cas de guerre, il y a une censure, c'est normal parce que on veut contrôler l'information. Maintenant, cette censure est en train de dériver du public vers le privé, et je m'explique, et c'est là où je reviens, je crois que c'était le titre de la conférence de ce soir, sur les nouvelles censures. Alors, censure publique, on va y venir. La censure publique, non pas sur les médias traditionnels, mais sur les réseaux sociaux. Bon, il y a encore 5 ans, sur les réseaux sociaux, vous pouviez dire à peu près ce que vous vouliez. Bon, alors vous ne pouviez pas mettre de femmes nues sur Facebook, parce que ils n'aiment pas trop. Bon, et alors, sauf si vous appeliez effectivement au meurtre de votre voisin ou de votre voisine, vous écriviez à peu près ce que vous vouliez. Alors maintenant, il y a une loi qui a été votée en 2017 en Allemagne, c'est juste à côté de chez vous, qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2018. Et cette loi prévoit des amendes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros pour les réseaux sociaux, qui véhiculeraient alors, de fausses nouvelles, fake news, soit des messages extrémistes ou des messages de haine. Alors maintenant, qui détermine quels sont les messages extrémistes et les messages de haine? Je vous laisse imaginer, c'est la porte ouverte à l'arbitraire le plus complet. Cette loi est rentrée en vigueur le 1er janvier 2018. L'association des journalistes allemands s'est élevée contre la loi, mais enfin pour le moment la loi s'applique. Et je vais donner un exemple un peu burlesque qui a eu lieu au moment du Nouvel An à Cologne. Il existe un site internet satirique qui s'appelle Titanic. Alors, Titanic, ça n'a strictement rien à voir avec le bateau. Hein. C'est un site internet allemand, un peu comme le Gorafi en France, pour ceux qui connaissent, qui est un site où on se moque, on fabrique de fausses informations, mais de manière parodique, de manière grossière. Il se trouve qu'une députée de l'AfD, non, je remonte un petit peu en avant. Il se trouve qu'au moment du Nouvel An, la police de Cologne a publié un message Twitter en arabe pour souhaiter bonne année aux musulmans et pour aussi expliquer qu'à Cologne en Allemagne, il y avait des règles et que ce n'était peut-être pas tout à fait les mêmes qu'ailleurs et qu'il fallait les respecter. Et une députée de l'AfD a tweeté derrière en disant « Je ne comprends pas pourquoi la police de Cologne se croit absolument obligée de faire un tweet en arabe, spécifiquement vis-à-vis des musulmans. Est-ce que c'est pour les empêcher de violer les femmes allemandes, etc. » Bon, bien sûr, son tweet a été supprimé, son compte Twitter a été supprimé, mais ça allait un petit peu plus loin, parce que le Titanic, 48 heures plus tard, a fait un tweet, mais qui était un tweet parodique, en disant est-ce que la police de Cologne, est-ce que la police allemande va interdire ou intervenir parce qu'il y a une réunion des associations de joueurs de billard allemands qui vont célébrer le patriotisme et qui pourraient nuire d'une manière ou d'une autre aux intérêts légitimes des musulmans en Allemagne. Et Twitter non seulement a supprimé le tweet, a supprimé le compte de Titanic qui était une histoire totalement parodique. Bon.
Titanic a protesté, et leur compte a été rétabli 2 ou 3 jours après. Mais c'est quand même un exemple intéressant. Bon, ça, c'est de la censure publique. Maintenant, on annonce en France une nouvelle censure publique aussi. Notre ministre de la Culture, il y a 48 heures, a dit qu'une loi serait votée, peut-être au printemps. Si ce n'est pas au printemps, ça sera à la prochaine session législative, pendant l'été, pour empêcher la diffusion des fake news en France. Voilà. Je ne sais pas quelle forme prendra cette loi. Pour le moment, on ne le sait pas. Enfin, c'est une menace réelle, et je peux vous garantir que les réseaux sociaux en Allemagne ils font vraiment attention, et puis je pense que les réseaux sociaux en France, si cette loi est votée, feront encore plus attention. Alors, est-ce que tout ça arrive par hasard? Est-ce que ça tombe du ciel comme ça, par une espèce de mouvement spontané? Bon, alors c'est vrai qu'il y a l'ère du temps, bon, ça existe, mais il n'y a pas que l'ère du temps. Il peut y avoir aussi parfois des petits coups de pouce à l'ère du temps. Et là, je voudrais parler de l'influence d'un vieux monsieur qui s'appelle George Soros, qui est un milliardaire d'origine hongroise, installé aux États-Unis depuis très longtemps. Et George Soros, c'est celui qui, je crois que c'était le 16 septembre 1992, a gagné un jour 1 milliard de livres. Ça fait de l'argent, 1 milliard de livres, hein. C'est plus qu'1 milliard d'euros. Et encore, la livre a baissé. C'était lors de ce qu'on appelait le Black Wednesday. C'était l'époque où l'Angleterre, la livre anglaise était encore dans le système monétaire européen, le SME, et Soros a spéculé contre la livre. La livre a chuté, et il a gagné 1 milliard de livres. Bon, c'est une des sources de sa fortune, pas la seule. Et Soros a créé une société qui s'appelle l'Open Society Foundation, qu'il a créé il y a une vingtaine, un petit peu plus que ça, non, plus qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, quelque chose comme ça, qui était extrêmement actif dans les pays de l'Est pour encourager la démocratie, ou du moins un certain type de démocratie. Bon, simplifions un peu, une démocratie qui ne soit pas contraire aux intérêts américains, en tout cas, parce que sinon c'est pas de la démocratie, ça doit être... non, ça doit porter un autre nom. Et dans le Guardian du 15 février, donc Guardian, le grand quotidien anglais, un bon quotidien, un journal intéressant, a fait une supplique aux autorités, auprès des autorités de l'Union européenne, pour leur demander de faire quelque chose pour les réseaux sociaux. Donc c'était pas supportable que les réseaux sociaux comportaient des dangers graves pour les peuples et pour la démocratie, et qu'il faudrait commencer un jour quand même à les réguler un petit peu plus sérieusement. Et d'ailleurs, le commissaire européen qui s'occupe de ces questions lui a répondu favorablement en disant oui, qu'on faisait déjà des choses, mais qu'on pouvait sans doute faire mieux. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, sur les véritables censures qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Alors, on parle beaucoup en ce moment de l'influence russe sur les élections, les possibles influences russes sur l'élection présidentielle aux États-Unis. Alors d'abord, est-ce que ça a existé? Sans doute oui. Oui, mais bon, je dirais que c'est normal. Je dirais, bon, la Russie c'est une grande puissance. Oui, ben oui, elle a sans doute essayé de faire un petit quelque chose. Beaucoup moins que ce que font les Américains, hein. Mais vraiment beaucoup moins. C'est-à-dire ne pas oublier, savez-vous combien il y a de personnes qui travaillent à la NSA, qui est l'agence centrale des États-Unis, qui recueille tous les médias, qui analyse la totalité des médias. 60 000 personnes. 60 000 personnes à la NSA, à plein temps. Avec des grandes oreilles, des grands yeux, une grande bouche peut-être, et qui constamment captent toutes les informations et les analysent. Alors qu'est-ce qu'ils en font? J'en sais rien. Mais enfin, je suppose que ces 60 000 personnes ne sont pas payées à rien faire. Il se trouve qu'il y a une agence indépendante, a essayé d'aller un petit peu plus loin,
en quantifiant, en disant, bah, après tout, les Russes, bon, ils ont intérêt quand même à embêter un petit peu les Américains. Les Américains les embêtent de temps en temps. Bon, c'est une réciproque, chacun son tour. Et ils ont quantifié le nombre de tweets qui auraient été envoyés par ce qu'on appelle une usine à trolls. Non, à Saint-Pétersbourg, une usine à trolls, c'est 10, 20, 30 personnes qui envoient des faux messages et qui essayent de les inonder sur les réseaux sociaux. Ils ont calculé que ces tweets politiques qui pourraient venir de la Russie, bon, admettons qu'ils viennent tous de la Russie, ça représentait 0,7% des tweets politiques au moment de la campagne américaine. 0,7%. Je doute quand même que ce soit ça qui ait fait l'élection de Trump. Et depuis, Twitter a renforcé sa politique de sélection. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui s'appelle le shadow ban. Le shadow, c'est pas comme les shadocks, hein, shadow comme l'ombre, ban, bannir. Bon. On bannit quelqu'un par l'ombre. Alors c'est quoi le shadow ban? Vous avez un compte Twitter. Bon, j'en ai un. Je suis pas un fanatique. Bon, j'avoue que je ne suis pas un fanatique de Twitter, mais par contre, l'Observatoire du journalisme, nous on a un compte Twitter qui est très actif, où on a à peu près 5000 abonnés, qui sont à 80% des journalistes, des étudiants en journalisme, des universitaires, des étudiants, ce qui est en gros la cible que nous visons. Donc vous avez un compte Twitter, et puis à un moment donné, vous ne le savez pas forcément, mais vous avez enfreint les règles de Twitter. Vous avez véhiculé, vous mettez les guillemets encore une fois où vous voulez, des messages de haine ou des messages extrémistes. Alors, premier cas, Twitter vous sucre votre compte. Supprime. Bon, appuie compte Twitter. Bon, vous êtes triste. Enfin, à la limite, vous le savez. Je vais en recréer un autre, soit un autre nom, enfin, que sais-je. Mais il y a pire. Le shadow ban, c'est votre compte Twitter existe, vous tweetez, sauf que vous êtes le seul à voir ces tweets. Appuie. Vous avez une existence virtuelle, sauf que vos Twitter, c'est vous qui vous tweetez pour vous-même. C'est bien, vous pouvez vous répondre. Mais les gens qui vous suivaient ne voient plus vos tweets. Ça c'est sans doute la forme de censure la plus pernicieuse. Vous vous en apercevez même pas. Maintenant, passons de Twitter à Google, puis après on passera à Facebook. Bon, vous savez que Google est propriétaire de YouTube. Vous savez, peut-être, vous pouvez imaginer, pour ceux soit qui ont des enfants, soit qui fréquentent des très jeunes, que le premier moyen d'information des moins de 25 ans, en tout cas en Europe de l'Ouest, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est YouTube. Le deuxième, c'est Snapchat, et Facebook ne vient qu'en troisième position. Puis après, les autres, c'est très 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 loin derrière. Bon, et alors YouTube, là aussi, ils se sont aperçus qu'il y avait des vidéos qui n'étaient pas tout à fait conformes à ce qu'on pouvait attendre. Oui, une déclaration de la présidente de YouTube, qui s'appelle Suzanne Wojcicki, sur la nouvelle politique de YouTube. Alors je cite, YouTube, bon d'abord elle tresse un peu des lauriers, qui a éclairé mes enfants. Donc c'est bien, on veut éclairer ses enfants. Et qui a permis aux activistes, tout ça c'est des citations, d'encourager le changement social, de mobiliser les protestations et de documenter des crimes de guerre. Tout ça c'est très vertueux, c'est bien, on ne peut pas être con. En clair, YouTube remplit un rôle social et politique qui est positif. Mais hélas, les meilleures choses ont un côté négatif. Le réseau a vu, entre guillemets, de mauvais acteurs exploiter notre ouverture d'esprit, égarer, mislead en anglais, manipuler, harasser et même blesser. Alors, YouTube ne peut pas laisser faire ce genre de choses, ça fait partie de leur responsabilité sociale. Nous devons donc, j'ouvre toujours des guillemets, protéger notre communauté contre les contenus extrémistes ou violents. Qui va déterminer qui sont des contenus extrémistes ou violents? Là, ça devient, je ne sais pas, ça devient ça. Résultat, entre juin et décembre 2017,
plus de 150 000 vidéos ont été supprimées sur YouTube. 150 000, ça fait un bout. Bon, et puis là, on est déjà en février 2018, je pense qu'on peut en rajouter, je sais pas, 10, 20, 30 000 peut-être plus. Et des milliers de comptes ont été fermés. Vous aviez un compte YouTube, tout le monde a la plupart des médias, nous on a une chaîne YouTube, hein, comme les autres, donc la plupart des médias maintenant ont une chaîne YouTube. Bon, c'est terminé, vous ne pouvez plus poster quelque chose sur YouTube. Et elle annonce, ça c'est quand même une bonne nouvelle, que le nombre de censeurs professionnels sur YouTube, c'est-à-dire des gens physiques, hein, qui regardent les vidéos et qui disent celle-là c'est bien, celle-là c'est pas bien, va être porté à combien en 2018? Un chiffre? 1000? 2000? Qui dit mieux? 5000? 10 000! YouTube va porter le nombre de personnes qui regardent les vidéos pour les classer en disant gentil, pas gentil, à 10 000. Et en plus de ça, ils vont investir dans des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour que de manière automatique, dans certains cas, je sais pas, il y a marqué mort à Clinton. Bon, allez hop, ça c'est supprimé automatiquement. Bon, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Alors maintenant, il n'y a pas que YouTube dans la vie, vous allez me dire, bon, après tout, bon, je peux faire autre chose, je ne suis pas obligé d'aller sur YouTube. Bon, je peux aller sur Facebook. Facebook, quand même, c'est quand même un réseau social presque indispensable. Bah, Facebook, ils s'y mettent aussi. Hein. Ça y est, maintenant, ils ont... Alors, Facebook a annoncé, c'est l'année dernière, un partenariat en France. Non, mais ils font ça dans le monde entier. Hein. En tout cas, dans tous les pays d'Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils le font au Bangladesh, je ne suis pas absolument... Ils ont annoncé un partenariat, pour quoi faire? Pour éliminer les fake news. Bon, nous, on a une responsabilité sociale. Facebook, en plus, on a été accusé d'avoir favorisé l'élection de Trump de manière indirecte, pas de manière volontaire, bien évidemment, en laissant diffuser un certain nombre de messages qui auraient pu être défavorables à Hillary Clinton et trop favorables à Trump. Donc, il faut qu'on corrige tout ça. Alors, mais nous, Facebook, on est vertueux. On est vertueux. Donc on ne va pas quand même faire ce tri, c'est pas une censure, hein, attention, c'est un tri. C'est comme le tri sélectif, hein. Les papiers, le plastique, et puis le verre de l'autre, et puis le reste. Comme on est vertueux, c'est pas nous qui allons le faire. Ce sont d'autres médias qui vont le faire. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Quels sont les 8 médias qui ont été sélectionnés par... ah non, c'est pas ici que je l'ai, c'est ailleurs, je vais le retrouver, qui ont été sélectionnés par Facebook. Je vais faire ça de mémoire. Alors, de mémoire, les 8 médias français qui ont été sélectionnés, c'est Radio France, France Télévisions, l'AFP, Le Monde, Libération, 24 heures et le Nouvel Observateur. Comment ça marche? Facebook fait une espèce de pool de nouvelles. Il y a une nouvelle qui arrive. Si 2 de ces médias disent que cette nouvelle est douteuse, elle est mise entre parenthèses sur Facebook. Et le compte Facebook est mis en observation. Première conséquence, déjà, vous ne pouvez plus faire de publicité sur ce post. Vous savez que maintenant, si vous voulez pousser un post sur Facebook, vous payez assez cher maintenant de vous pousser. Quelques années, c'était relativement bon marché, maintenant c'est devenu très cher. Et vous dites, je veux que ça atteigne 20 000 personnes, 50 000 personnes, 3 millions de personnes. Ça va vous coûter une fortune. Ça ne veut pas dire que tout le monde va cliquer dessus, mais ça veut dire que... bon, ça déjà, vous ne pourrez plus faire de publicité. Et par ailleurs, bon, il y a quand même de bonnes chances que ce post disparaisse et que vous receviez un avertissement en disant, attention, cher ami, ce post a été déclaré dangereux, je ne sais pas si je dis Le Monde, oui, Le Monde aussi, hein, a été dangereux par Le Monde et Libération, ou dangereux par Radio France Internationale, Radio France et par France Télévisions, ou, enfin, non conforme en tout cas à la politique générale de Facebook,
Bon, bah déjà, on vous le supprime, et puis faites quand même très attention la prochaine fois, parce que sinon, on va vous supprimer votre compte. Bon. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des centaines, voire des milliers de comptes Facebook qui sont supprimés. Alors, on me dirait, vous pouvez toujours essayer de le faire rétablir. Je veux bien. Vous écrivez à Palo Alto. Mark Zuckerberg, cher Marc, mon compte Facebook a été supprimé. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Possible que vous ayez une réponse. J'en suis pas absolument certain. Maintenant, alors bon, Google, Facebook, Twitter, alors, non seulement applique, oui, je suis obligé d'appeler une politique de censure, c'est un fait, hein, c'est une politique de censure, mais en plus, ils ont de plus en plus d'influence sur les médias traditionnels. Alors, Facebook, c'est connu, c'est via Instant Articles. Qu'est-ce que c'est qu'Instant Articles? Ce sont des papiers, des articles de la presse écrite qui sont repris par Facebook, mais qui sont dans l'écosystème Facebook et pas dans l'écosystème du journal. Alors, le Figaro avait par exemple un accord avec Facebook pour que certains articles du Figaro, c'est payant, hein, c'est pas gratuit, hein, soient repris dans Instant Articles, et ce n'est accessible Instant Articles que sur mobile. Hein. C'est pas accessible ailleurs. Mais le nombre de clics, c'est des clics Facebook, c'est pas des clics pour le média. Donc qui empoche la publicité? C'est Facebook. Et ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, Facebook paye, alors là cette fois-ci, paye un certain nombre de médias pour produire des vidéos. On ne connaît pas les sommes exactes, mais on parle de 100 000 à 200 000 de contrats de 100 000 euros à 200 000 euros par mois, qui ensuite seront postés sur Facebook et qui vont encourager le nombre de vues sur Facebook. Hein. C'est vrai que le média de l'avenir, que vous aimiez ça ou pas, c'est les vidéos. Plus elles sont courtes, mieux c'est. 3 minutes, c'est déjà un peu long. 1 minute 30, c'est le bon format. J'assistais au mois de mai dernier, Perugia, allez-y, c'est une ville magnifique, hein. C'est en Toscane, c'est juste à la frontière de l'Ombrie, très belle ville, au congrès international de journalisme, qui est le premier congrès de journalisme européen, où il y a très peu de Français, parce que le congrès est en bilingue en anglais-italien, et bon, les journalistes français ne parlent pas italien, c'est sûr, et peu parlent suffisamment l'anglais pour assister à un congrès. Qui étaient les principaux financeurs de ce congrès? Devinez, Google, Facebook et Amazon. Bon, Amazon était relativement peu présent. Facebook et Google étaient absolument partout. Président de commission, vice-président de commission, organisateur du débat, c'était hallucinant. Mais ce qui était encore plus hallucinant, c'est que les journalistes étaient très heureux. Ah oui, c'est bien, vraiment, ils nous aident. Ah vraiment, ça, alors là, quand même, hein. Ah, ils sont chics. Je me rappelle qu'il y a le vice-président de Google qui est venu, mais il a pratiquement été acclamé. Il était très bien cet homme, d'ailleurs, bon, très bien habillé, parlant très, de manière déliée. Personne ne s'est posé la question, mais bon, est-ce que vous, vice-président de Google, vous êtes venu là pour aider les médias, ou vous êtes venu là pour que Google gagne plus d'argent? Personne n'a posé la question. Mais alors, et ça continue. Ça, c'est un article du Monde d'hier, daté d'aujourd'hui. Google lance un nouveau partenariat avec la presse. Alors, c'est pas nouveau, hein, il y avait déjà des partenariats avec la presse, avec ce que Google a appelé le Fonds pour l'innovation numérique de la presse. Ça a été créé en 2013 avec 60 millions d'euros. 60 millions d'euros par rapport aux impôts, c'est pour la France, hein, aux impôts que devrait payer Google en France s'ils étaient au régime normal des sociétés, je peux vous dire que c'est pas une paille, c'est une demi-paille ou un quart de paille, c'est pas grand-chose. Ce fonds, ce fonds pour l'innovation, à qui va-t-il en fait? C'est intéressant ça, non? Quels sont les bureaux, quels sont les médias qui reçoivent ce fonds? Je l'ai. Fonds d'aide au développement de la presse écrite en France afin de soutenir le journalisme de qualité. Alors on a les chiffres disponibles pour l'année 2016.
Le groupe Arnaud, 900 000 euros. Arnaud, c'est les Échos et le Parisien, parce qu'ils ont acheté le Parisien il y a très peu de temps. Le groupe Drahi, c'est Libération, l'Express, l'Étudiant, et BFM, etc. etc. Groupe Le Monde, bon, c'est Le Monde, Télérama, 620 000 euros. Sans compter 260 000 euros pour les Inrock de Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse qui est actionnaire du Monde, mais les Inrock, c'est à part, c'est la propriété personnelle de Mathieu Pigasse. Le groupe Lagardère, 440 000 euros. Ces chiffres n'incluent pas ce qu'a dépensé Google pour créer un truc bizarre qui s'appelle le décodex du monde. Alors c'est quoi le décodex du monde? C'est un logiciel qui permet de séparer le bon grain de l'ivraie. Alors au départ ils avaient un système de... C'est comme au feu rouge, hein. Vous aviez un feu rouge, feu orange, feu vert. Alors le feu vert, ça veut dire ça c'est bien, c'est un bon média. Alors Le Monde était un bon média, Libération était un bon média, Radio France était un bon média. Rouge, alors c'était totalement interdit, et orange, méfiez-vous. Bon, il se trouve que le logime était, on était orange. J'ai regretté qu'on ne soit pas rouge, parce que j'aurais considéré que c'était une forme de complément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais su combien Google avait versé au monde pour créer le décodex. J'ai posé la question, j'avais une réponse, je suis incapable de le dire. Pas mal parce que c'est un logiciel assez sophistiqué. Et quels étaient les termes des obligations entre Google et le monde? Parce que je ne pense pas que Google donne, je sais pas, 50 000, 100 000, 1 million d'euros, je n'ai aucune espèce d'idée, et de manière gratuite. Mais alors maintenant, Google qui est vraiment très, très sympathique, a présenté un nouvel outil. C'est tout récent, ça. Hein. C'était le jeudi 15 février à Amsterdam, donc il y a vraiment très, très peu de temps. Google a présenté un outil clé en main pour faciliter le recrutement et la fidélisation des abonnés. Et ça s'appelle Google Subscribe. Nous, Google, on vous aime tellement, vous les médias, que vous avez les médias de la presse écrite, vous avez du mal quand même. Hein. Vous avez vraiment du mal. On va faire quelque chose pour voir. On fait déjà des choses. Hein. Bon, il y a le fonds Google, là, bon, 900 000 euros pour Bernard Arnault, qui est un pauvre, donc c'est bien de l'aider. Le décodex du monde, mais c'est pas assez. Maintenant, vous allez aller sur Google Subscribe. Alors maintenant, bon, peut-être qu'une partie de la publicité va nous revenir. Bon, mais allez, vous inquiétez pas, tout ça, c'est pas très très grave, puisqu'on vous dit que c'est pour votre bien, etc., etc., etc. Donc, j'ai l'air de pleurnicher, bon c'est très bien, on fait quoi? Oui, on fait quoi? Il y a quand même, je dirais, des contre-mesures individuelles. Alors, j'ai pas de baguette magique. Hein. La première, sortez de Google Chrome comme navigateur. Sortez de Google Chrome, il y en a d'autres. Hein. Moi j'utilise Qwant, Qwant, qui d'abord est un logiciel français, premièrement. Deuxièmement, qui est un logiciel entre guillemets furtif, c'est-à-dire qui ne garde pas de mémoire de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que ça a des inconvénients. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes obligé de vous retaper tout le truc. Si vous cherchez, je sais pas moi, robinetterie chromée en France, bon, bah, vous êtes obligé de retaper à chaque fois robinetterie chromée en France. Pourquoi je parle de robinetterie chromée? Je ne suis pas obsédé des instruments de salle de bain. Il se trouve que ma femme m'a envoyé récemment un lien Google sur la robinetterie chromée. Et quand je consulte les journaux italiens ou anglais, je m'aperçois que j'ai des publicités sur la robinetterie chromée en France. Et en français. Donc, ça veut dire que j'ai été identifié comme celui qui s'intéresse à la robinetterie chromée, ce qui n'a aucune espèce d'importance. Mais ça peut avoir, je dirais, plus d'importance si vous vous intéressez à un site politique, quel qu'il soit, hein, qu'il soit de droite, de gauche ou du centre. Bon, sortir de Google, prenez Qwant. Je n'ai pas d'intérêt financier dans Qwant, je ne suis pas actionnaire. Après YouTube, nous sur le site de l'Observatoire du journalisme, on fait des vidéos de temps en temps, pas assez, mais on va en faire plus. Bon, c'est terminé, on ne sera plus sur YouTube. Nous avons pris la décision politique qu'on ne sera plus sur YouTube. Non pas qu'on ait été censuré, on n'a pas été, on fait des vidéos qui sont tout à fait convenables. Il existe il y a des alternatives. Hein. Vous allez sur YouTube si vous voulez. Vous pouvez aller sur Vimeo, qui a un inconvénient car c'est aussi de nouveau un outil logiciel américain. Ou vous pouvez aller sur BitChute. Bon, il y a un blogueur très connu qui s'appelle Lapin Taquin
qui était sur YouTube et qui a décidé d'aller sur BitChute. Je pense qu'on va aller sur BitChute maintenant. Simplement Dailymotion. Ou Dailymotion, bon, qui est moins bien, mais bon, mais je préfère à la limite, pas à la limite, je préfère tout court pouvoir dire ce que je veux sur Dailymotion que d'être censuré sur YouTube, même si Dailymotion est moins lu que YouTube. Bon, c'est une question, je dirais, de balance entre les avantages et les inconvénients. Et sur Facebook, un seul conseil, c'est méfiez-vous de ce que vous mettez sur Facebook. C'est tout. Méfiez-vous. Moi sur Facebook, par exemple, je ne mets rien de personnel. Rien. Rien. Vraiment, rien. Zéro. Bon, je reproduis éventuellement les articles de l'Observatoire. Ça m'arrive de répliquer un ou deux articles plutôt de posts à caractère littéraire, parce que je m'intéresse à la littérature ou à la musique, mais rien d'autre. Mais rien de personnel. Je conseille quand même la prudence en ce domaine. Maintenant, où allons-nous? Non, juste une conclusion. C'est la conclusion. Alors, un livre que je vous montre, ceux qui ne l'ont pas lu, George Orwell, 1984. Ceux qui ne l'ont pas lu, vous le lisez, et ceux qui l'ont lu, vous le relisez. Parce que moi, je le lis à peu près tous les 2 ans, et à chaque fois, j'y trouve quelque chose de profondément actuel. Bon, je ne vais pas résister au plaisir quand même de vous lire 2 conclusions. Vous rappelez l'histoire, Winston Smith, qui est un fonctionnaire lambda du ministère de la Vérité. Le ministère de la Vérité comprenait le ministère du mensonge, bien évidemment. Et il a fait malheureusement confiance à un supérieur hiérarchique, donc il pensait que c'était quelqu'un de sympathique, qui s'appelle O'Brien. Malheureusement, O'Brien faisait partie de la police politique d'Océania, et il est tombé dans le piège. Et bon, c'est O'Brien qui s'adresse à lui, Brian, qui a plutôt une bonne tête, qui a plutôt des bons airs. La première est la plus simple phase de la discipline, qui peut être enseignée même à de jeunes enfants, s'appelle en novlangue, c'est la nouvelle langue de Langsoc, arrêt du crime. On a à la suite. L'arrêt du crime, c'est la faculté de s'arrêter net, comme par instinct au seuil d'une pensée dangereuse. Attention, je ne dis pas quelque chose qui a été exprimé, c'est une pensée, c'est la pensée qu'il faut arrêter. Il inclut le pouvoir de ne pas saisir les analogies, de ne pas percevoir les erreurs de logique, de ne pas comprendre les arguments les plus simples, s'ils sont contre Langsoc. Et O'Brien s'adresse ensuite à Winston Smith, qui a été torturé un petit peu sérieusement. Alors, je ne dis pas que nous sommes torturés physiquement, mais on va voir que l'objectif était peut-être le même. Je cite, c'est O'Brien qui parle. Nous ne détruisons pas l'hérétique parce qu'il nous résiste. Nous ne le détruisons jamais, nous le convertissons. Nous captons son âme, nous lui donnons une autre forme, nous lui enlevons et brûlons toute mal et toute illusion, nous l'amenons à nous, pas seulement en apparence, mais réellement de cœur et d'âme. Courage. Bonsoir.